du traceur. Bien, on emploie aussi les radioéléments pour les aliments, je crois. Bien sûr, il faut faire attention. On ne pollue pas les aliments avec des radioéléments. On utilise au contraire, enfin M. l'évêque va le dire beaucoup mieux que moi, puisque c'est un spécialiste de cette question, on utilise le rayonnement émis, cette fois, pour traiter l'aliment. Ça, oui, c'est ce que l'on appelle l'irradiation des aliments. Monsieur l'évêque, vous êtes le responsable du Centre européen d'information sur l'irradiation des aliments. Alors, tout d'abord, dites-nous ce que c'est que l'irradiation des aliments. Bien, irradier des aliments, c'est les soumettre à un flot de rayonnement. Ce rayonnement pouvant provenir de sources radioactives, pouvant provenir également d'éléments combustibles usés que l'on retire d'une pile atomique, et pouvant provenir également de gros accélérateurs d'électrons. Mais est-ce que cela va rendre les aliments radioactifs? Vous m'excuserez de poser cette question, que vous jugerez peut-être saugrenue, mais je crois que le public est sensibilisé dans ce domaine. Je pense que c'est une excellente question, car effectivement, pour le public en général, il lie la radioactivité et l'irradiation des aliments. Et dans son esprit, un aliment qui a été irradié est radioactif. Ceci n'est absolument pas vrai, car nous utilisons toujours que des rayonnements de relativement faible énergie, et ces rayonnements de faible énergie ne peuvent pas activer les aliments. Donc les aliments ne sont pas radioactifs, en dehors d'ailleurs de la radioactivité naturelle qui est due par exemple à la présence de potassium dans les aliments. Bien, mais pourquoi irradie-t-on les aliments? Eh bien, on irradie les aliments pour différentes raisons. En général, c'est pour les conserver plus longtemps, pour qu'ils aient un meilleur aspect. Et je dois dire que ce que l'on cherche, en général, c'est d'obtenir des aliments de meilleure qualité, se conservant plus longtemps et de les garder dans la plus grande quantité possible. Bon, des expériences ont déjà été faites en France, à Saclay, je crois en particulier, et aussi à Lyon. Oui, en réalité, il s'agit d'expériences qui sont assez semblables, car la Société Conservatome de Lyon utilisait, il y a un certain temps, et utilise encore d'ailleurs, nos sources d'irradiation à Saclay. Les toutes premières irradiations qui ont été faites à Saclay ont été faites en utilisant l'énergie émise par les barres de combustible usés de notre pile EL2. Maintenant, nous avons une installation un peu plus moderne et un peu plus puissante qui utilise les barres de combustible de notre pile EL3. Et nous avons en particulier, dans cette casemate, la possibilité d'irradier jusqu'à des températures de l'ordre de moins 5 degrés centigrades, ce qui est assez agréable lorsque l'on fait de l'irradiation alimentaire. Bien sûr, mais ce sont seulement des expériences, ou est-ce que ce sont des expériences de caractère industriel, si je peux dire, pour une utilisation pratique? Bien sûr, ce que nous visons, c'est une utilisation pratique. Mais il est évident qu'avant d'envisager une utilisation pratique de ces techniques, il faut être sûr que les aliments irradiés ne présentent aucune toxicité pour les gens qui ensuite vont les manger. Vous n'en êtes pas encore sûr maintenant? Eh bien, les expériences qui ont été faites pour l'instant aux États-Unis, qui portent à peu près sur 5 ans, qui ont été faites d'une part en utilisant des animaux comme des rats, des souris, des chiens, ou utilisant même des hommes, car il y a un certain nombre de volontaires qui se sont pliés à ces expériences aux États-Unis. Toutes ces expériences, dis-je, qui ont été faites jusqu'à présent sont négatives. Il n'y a pas eu de résultats qui empêcheraient d'utiliser la méthode. Malheureusement, vous savez que ces expériences sont extrêmement longues et qu'avant de prendre une décision, on est obligé de faire des expériences qui durent facilement 5 ans. Oui. Vous parlez des États-Unis en ce moment. Comment est placée la France dans ce domaine? Bien, la France est bien placée car nous avons commencé ces expériences à peu près il y a 5 ans. Nous nous sommes fixés comme objectif d'ailleurs des irradiations à relativement basse dose, par exemple pour le blocage de la germination des pommes de terre, des oignons, pour la désinsectisation des grains, pour le traitement des fruits, pour augmenter leur durée de conservation. Ces traitements à basse dose, nous les avons utilisés d'abord parce que nous pensons que les réactions secondaires sont beaucoup moins importantes qu'avec des doses qui seraient 10 fois plus importantes. Bon, et qu'espérez-vous en fait, sur un plan tout à fait pratique, à la fin de vos expériences? Eh bien, c'est arrivé à une utilisation industrielle, bien sûr. Oui. Je crois qu'il faut prendre un exemple pratique, prenons celui des pommes de terre. Vous savez très bien que lorsque l'on arrive au mois de mars-avril, les pommes de terre qui ont été récoltées au mois d'octobre n'ont pas un aspect particulièrement joli. Elles ont germé, elles sont ratatinées, elles ont perdu à peu près 20% de leur poids. Eh bien, par le traitement de ces pommes de terre, par des doses qui sont relativement peu importantes, on arrive à bloquer complètement cette germination
Et à l'heure actuelle, nous avons facilement des pommes de terre qui sont stockées pendant de 6 à 18 mois, ceci dépend des conditions de stockage, et qui ont conservé leur aspect d'origine. Et dans combien de temps pourra-t-on utiliser cette méthode d'une manière pratique, disons journalière? Je crois qu'il faut distinguer les différents types d'applications, mais pour les applications à relativement faible dose, nous devons faire un certain nombre d'essais de comestibilité de ces aliments irradiés, et je pense que d'ici 2 ans, nous devrions déjà avoir les premières réponses. Pour des applications plus généralisées, je pense qu'il faudra encore attendre 4 à 5 ans. Merci, messieurs.